Quentin, je te laisse commencer le début de ce Ouais, webinaire. Vas-y. ok, très bien. Bah, je vais commencer par m'introduire. Après, Louis, je pense que ça vaut le coup que tu t'introduises aussi également. Donc, moi, pour me présenter rapidement, donc, je suis dirigeant de Keops Conseil. On est un petit cabinet de conseil spécialisé en stratégie IT. On va intervenir sur des sujets très stratégiques de la DSI, type schéma directeur des systèmes d'informatique, feuille de route numérique. Et quand on redescend à des niveaux plus organisationnels de la DSI, on va avoir tout ce qui est qualité de service avec l'ITSM, tout ce qui touche au run, toute la partie méthodologie, projet, portefeuille, le build globalement, et toute la partie architecture d'entreprise au global. On est très orienté humain, donc on a pas mal de com, de marketing, de conduite du changement et de la formation également. Voilà, très rapidement pour ce qu'on réalise. Merci Quentin. Du coup, je prends le relais pour m'introduire aussi. Donc avec Quentin, on est tous les deux dans ce secteur IT, DSI. Et de mon côté, je développe une start-up, donc une entreprise d'innovation à but pour aider les DSI, donc les directions du service informatique, et les CTO, donc c'est Chief Technology Officer, dans les entreprises françaises et européennes aujourd'hui, à mieux gérer leur parc applicatif de logiciels. Donc ça se positionne comme un outil de support et de gestion du parc des logiciels, tant d'un point de vue dépenses pour aider à la renégociation, mais aussi d'un point de vue compréhension de l'usage, compréhension de l'adoption et globalement réussir à en fait guider les choix de ces outils au sein des entreprises, quels que soient les départements dans lesquels ils sont. Et avec Quentin, donc, on s'est rencontrés via les réseaux LinkedIn et grâce à cette appétence particulière qu'on a du coup pour ce marché. Donc on est ici pour en parler. On n'est pas vraiment ici pour parler de nos boîtes, mais plutôt d'expériences qu'on a réussi à comprendre et on l'espère en tout cas, à vous transmettre une partie. Globalement, c'est un webinaire où on va se poser quelques questions assez stratégiques sur le thème. Et par contre, c'est aussi une conversation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous voulez poser une question en live, on est là, on n'est pas enregistré, donc n'hésitez pas à lever la main sur le Google Meet. Vous voyez, il y a une petite main en bas à droite. Ou tout simplement, n'hésitez pas, même si vous avez peur de nous couper la parole, à poser une question à voix haute. On vous entendra mieux peut-être que si vous écrivez. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On peut commencer? Je suis pas sûr que tu aies de réponse. Ah si, Ouais. Martin. Merci Martin. Il y a toujours un ou une qui ose commencer le bal. Merci Alexandre. Super. Super Quentin, je te laisse le micro. Ouais. Bah alors, c'est vrai on s'était posé quelques questions avec Héloïse. On se demandait sur quoi on allait attaquer. Donc, le sujet, en effet, c'est de discuter gouvernance de la DSI. Et on a quelques éléments sur lesquels voilà, on est tombé d'accord, on va dire, pour présenter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la partie gouvernance IT au global. Et le premier élément, la première question qui nous venait en tête, c'était quels étaient aujourd'hui finalement les principaux défis auxquels les DSI font face aujourd'hui en termes de gouvernance. Et j'ai une idée assez, comment dire, j'ai une idée sur le sujet en effet. Je pense qu'aujourd'hui, donc, on vit globalement une époque où les technologies s'enchaînent. Euh, on a eu le cloud il y a quelques temps, on a eu la blockchain, en ce moment on a l'IA à fond, on a tout ce qui est technologie, le code, no code, qui rebalaye un certain nombre de pratiques et d'usages au sein de nos organisations, qui est très important d'être capable justement d'adresser dans la mesure où si on ne le fait pas, quelqu'un dans l'entreprise le fera à notre place et ça va créer des problématiques. Donc globalement, comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de cette accélération de la technologie et notamment, il y a de plus en plus de projets du coup qui viennent et qui tombent sur le coin du nez des DSI. Donc globalement, comment est-ce que je fais pour m'organiser vis-à-vis de toute cette matière qui m'arrive, qui, on le sait, n'est pas toujours propre comme matière, c'est-à-dire qu'il y a plein de diffusions d'idées voilà, qui devraient rester même à l'état d'idées, qui arrivent qui arrivent dans dans le giron de la DSI. Et comment est-ce qu'on fait justement pour capter la valeur de ces idées-là, pour sélectionner ces projets. Et donc quand on parle de sélection, finalement, déjà on parle de responsabilité partagée, c'est-à-dire que c'est pas la DSI qui gère elle-même dans son coin son projet informatique. Évidemment, le système d'information n'appartient pas à la DSI,
La DSI a son propre système d'information, enfin en tout cas sa propre brique, tout ce qui est IT for IT. Mais derrière le système d'information, l'information en tant que telle, ça doit être géré par les métiers finalement. Donc c'est une responsabilité qui est complètement partagée puisque la DSI se porte garante, on va dire, en tant qu'experte de la technologie, de la data, mais également en processus d'entreprise parce qu'elle les digitalise et parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui se font au sein de la DSI qui percolent au niveau de l'organisation. Quand je parle de ça, l'exemple parfait pour moi, c'est la partie gestion de projet. La gestion de projet, personne n'en fait dans nos organisations, rarement, à part dans l'industrie où c'est quand même beaucoup plus, ça fait partie, on va dire, de l'ADN. Et donc, la DSI est obligée de s'organiser, fait sa méthodologie projet et ça percole dans la mesure où ils embarquent les métiers dans ce système-là. Et tout doucement, voilà, ils vont commencer à rattraper un certain nombre de personnes qui vont, acculturer à la gestion de projet et embarquer au quotidien. Donc, globalement, responsabilité partagée du système d'information en tant que tel, entre métiers et membres de l'IT, de la DSI. Et derrière, comment est-ce que je fais justement pour sélectionner, couper dans le gras, on va dire, dans les innombrables idées qui peuvent survenir, et comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ce qui a véritablement de la valeur. Aujourd'hui, il y a un chiffre que j'aime beaucoup, qui est 80% des fonctionnalités de nos outils ne sont pas ou jamais utilisées. Globalement, c'est assez violent de se dire que globalement, par exemple, Corma, éditeur de logiciels, fait des fonctionnalités qui ne serviront à rien, ça fait partie du jeu. Mais également, au sein des DSI, on va développer des choses qui n'ont aucune utilité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc globalement, comment on se positionne vis-à-vis de ça? Donc, il y a différents outils pour le faire. Évidemment, on va avoir, tout à l'heure, j'ai parlé schéma directeur des systèmes d'information, feuille de route numérique. Comment est-ce que je sélectionne ce qui a le plus de valeur? Comment est-ce que je crée mes systèmes de scoring? Et quand je parle de scoring, du coup, je parle de gestion de la demande de projet. Nous, je prends un exemple, mais chez Keops, donc moi, je suis un ancien PMO, j'ai fait à différentes étapes, projet, portefeuille, programme, au niveau d'une direction, etc. Mais globalement, j'ai construit au début la boîte pour faire de la méthode au projet. Et en fait, tout doucement, la méthode au projet, c'est pas suffisant. Donc déjà, on parle méthode au projet et gestion de portefeuille de projet. Et tout doucement, on se rend compte que, en fait, la gestion de la demande, c'est ce qui nous est le plus demandé. Parce qu'on en a ras-le-bol, justement, d'avoir des roadmaps à rallonge où on est capable de délivrer 30 projets par an, mais on en met toujours 60 chaque année. Ça, c'est du vécu. 3 ans de suite, au sein d'une DSI, on en fait 30 par an, mais on en met chaque année 60. C'est très bien qu'on ne va pas l'atteindre, et ce sera l'éternel tas de sable qu'on déplacera. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, mais globalement, comment est-ce que je gère du coup ma gestion de la demande entre la captation de l'idée, entre son étude d'opportunité, faisabilité. Donc, on va agréger la demande, on va commencer à lui donner un certain nombre d'informations jusqu'à son scoring et l'arbitrage qui dit oui ou non, on l'embarque dans le portefeuille projet. Donc voilà, ça pose plein de questions et du coup, ça amène à pas mal de sujets autour de la gestion de la valeur en tant que telle. Donc là, globalement, je parle, on va dire entrée de projet. Après, il y a évidemment le fait de mieux délivrer les projets. Si on est bien capé normalement pour délivrer un projet, on va de plus en plus vite, on s'industrialise, on est capable de délivrer à une certaine vitesse. Le but étant de le faire avec le plus de qualité possible, sans soulever de dettes techniques, etc. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, les gros principaux enjeux, c'est surtout à l'entrée de la DSI, idées qui foisonnent et comment on les ingère pour les gérer au mieux. Et dans ces cadres, toi, quand tu regardes les principaux défis auxquels les DSI font face aujourd'hui en matière de gouvernance informatique, globalement, est-ce que dans ton historique, tu as pu voir des types de DSI qui gèrent vraiment différemment ces différents projets? Est-ce que ça dépend de la taille de la DSI? Est-ce que ça dépend du fait que c'est une DSI, entre guillemets, qui date de 2015 ou d'avant? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est une bonne question. Alors, je dirais, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, il y a la typologie de projet en tant que tel. Il y a les projets déjà qui sont, on va dire, d'intégration vis-à-vis d'une solution du marché, des projets incubés en interne de la DSI. Donc ça, évidemment, il y a deux systèmes. Et alors, l'autre truc qui me venait à l'esprit, attends, je vais traiter ça, le truc, je l'ai perdu, ça va me revenir. Donc déjà, globalement, il y a la typologie de projet. Tu parlais de la date des DSI. C'est un point assez important. Globalement, donc typologie de projet, évidemment, toutes les DSI s'organisent différemment entre
projet d'intégration, projet incubé en interne. Donc, il y a des niveaux très disparates de maturité entre les deux. Il y a certaines organisations qui ont beaucoup de mal à incuber en interne des projets, comme certaines qui ont beaucoup de mal à intégrer des projets parce qu'elles ont un legacy de leur système d'information qui est monstrueux et c'est juste ingérable en termes d'architecture, justement, de faire fonctionner l'ensemble des systèmes ensemble. Donc, bon, il y a différents systèmes, différentes typologies. C'est souvent dépendant, on va dire, de l'architecture logicielle qu'on a dans l'organisation. Si on a des bons architectes, et attention au système d'architecture, parce qu'on peut, on va dire, simplifier auprès des utilisateurs l'architecture, mais on va se complexifier la vie en interne de la DSI. Donc toujours attention justement au degré qu'on donne à l'architecture et à comment on conçoit nos systèmes. Ça, c'est un élément important. Et après, tu parles d'un élément super intéressant, Héloïse, c'est la date de la DSI. Quand est-ce que la DSI s'est créée? Je prends un exemple, mais côté banque, assurance, on est sur des systèmes d'information qui sont très anciens, historiques, pour ne pas utiliser d'autres termes, et c'est extrêmement compliqué. À chaque fois qu'on doit toucher une brique, on a 30 parties prenantes qu'il faut inviter en réunion. Il n'y a rien qui avance au rythme qu'on souhaite donner au projet, parce qu'il y a pluralité d'acteurs, il y en a dans tous les sens, et on a un système d'information qui a un énorme nœud de spaghettis, et il faut être capable de gérer ça. Donc, évidemment, plus les DSI sont jeunes, plus elles avancent vite. Et je pense aujourd'hui, le parfait exemple, ça va être les éditeurs de logiciels. Les éditeurs de logiciels comme vous, Corma, qui êtes tout jeune, vous avez, si je puis dire, les nouvelles technologies, les nouvelles bonnes pratiques qui sont mises en place. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un SI historique ou un éditeur de logiciels historique. Hyper intéressant. Donc moi je retiens donc cette partie gouvernance, ces défis quand même de gestion des projets, de pipeline, même de prise en compte du volume, des nouvelles idées, des nouvelles créations qu'on veut mettre en place dans l'entreprise, qui peuvent ou pas être limitées par le côté historique et le côté, on va dire, tu as parlé de nouvelles technologies, dans ma tête j'ai entreprise moderne, mais ça revient à la même chose, c'est d'aller vraiment savoir sur quel socle on se repose en tant qu'architecture que tu as super bien décrit. N'hésitez pas, encore une fois, pour les nouveaux, de poser des questions, de nous interrompre, de lever la main, d'écrire un message dans le chat. On est là pour ça. On va continuer ce webinaire, mais j'en profitais juste pour vous souhaiter la bienvenue. De mon côté, avec Corma, pour vous donner une petite idée de la genèse de la boîte que Quentin a bien mentionné, on est dans la catégorie des startups, donc vraiment de ces entreprises d'innovation jeunes. On est à un peu plus d'1 an et demi maintenant d'existence. On est une douzaine dans l'équipe aujourd'hui, donc on est allé assez vite d'un point de vue technique pour le produit, pour déployer quelque chose qui marche chez nos premiers utilisateurs en décembre de l'année dernière. Et nos principaux utilisateurs sont du coup ces DSI et Chief Technology Officer dans des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi dans des boîtes de type start-up en forte croissance. Ça va entre 300 et 3000 personnes. Mais en tout cas, à notre échelle, qui est différente donc de celle de Quentin, on a remarqué aussi en termes de principaux défis que c'était pas tant... c'était bien sûr une compréhension nécessaire et évidente de l'architecture qu'il y avait en interne et une vraie question d'historique au sein de la DSI qui existe. Mais les principaux défis que nos DSI ont aussi, c'est la communication. Tu as parlé au tout début, Quentin, de cette partie en fait, métier, du fait que la DSI doit répondre aux besoins du métier et aux besoins du business. Et comment communiquer avec le métier quand on est sous l'eau, quand on a ces 60 projets à sortir alors qu'on ne peut en faire factuellement que 30. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes qui ne sont pas averties, entre guillemets, des complexités du système informatique ne soient pas constamment frustrées par la lenteur perçue, alors qu'en fait, en intérieur, vous charbonnez, mais en externe, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc ça, c'est aussi, nous, un des vrais gros défis auxquels on s'attaque en ce moment. Je ne dis pas qu'on a trouvé la recette magique encore, mais on a l'impression que c'est vraiment le problème, pas le problème de 2024, mais c'est le problème du 21e siècle pour les DSI, quoi. Vraiment répondre au département métier comme des clients en interne et se faire comprendre et être perçu comme un champion dans l'entreprise. Est-ce que la nature quand même d'un DSI ou d'une personne très technique, c'est d'être très technique, d'être excellente dans ce domaine-là. C'est pas forcément d'être tout le temps mise en avant dans l'entreprise et d'être vraiment perçue comme étant la personne
qui sait tout, alors qu'en général, le DSI sait beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu comme si on avait une Ferrari et qu'on l'a limitée à 130 km/h, on ne sait jamais à quelle vitesse elle peut aller. Donc c'est une vraie perception, une vraie culture aussi qu'on voit entre les pays adjacents à la France par rapport à la France. Donc en Allemagne, ils vont avoir une vision très différente de la DSI, tout comme en Belgique, versus l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, versus les États-Unis, où on a eu la vague de l'IA qui a bien enflammé les choses par rapport au système français. Toi, Quentin, on est d'accord que tu es dans le domaine assez francophone. Dis-moi si je me trompe. Et dans ce domaine, comment est-ce que tu évalues l'importance de la gouvernance de ces systèmes d'information dans la performance globale de l'organisation? Là, j'attaque le deuxième chapitre de notre webinaire. Comment on évalue l'importance de la Gouv IT? Donc globalement, pareil, j'ai des idées bien établies sur le sujet. J'ai beaucoup de mal avec comment dire, tu parlais de communication et je vais rebondir dessus. J'ai beaucoup de mal avec la perception qu'on a de l'IT en France et surtout qu'on a des DSI globalement. On ne fait pas de l'informatique. Enfin, il y a une informatique qui est, on va dire, nécessaire pour toutes les organisations. J'ai besoin d'un PC, j'ai besoin d'un PC, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin d'imprimante, etc. On va dire ça, c'est la partie incompressible de l'IT. Mais quand on fait du projet IT, évidemment que ça génère de la valeur, évidemment que ce sont des bénéfices induits plus tard pour l'organisation. Même si le projet est un désastre, hein, globalement, enfin juste projeter plus loin le moment où le projet apporte des bénéfices. On a toujours tous en tête, je pense, le fiche modèle, hein, où on a les dépenses hein, tout au long du projet qui vont diminuer tout doucement et la valeur du projet qui monte jusqu'au point, on va dire, de gain qui définit que voilà, à partir de ce moment-là, on commence à faire des bénéfices. Donc un projet IT apporte toujours de la valeur. Mais même donner un PC, hein, ça apporte de la valeur. Parce que si aujourd'hui on faisait bosser les gens avec du papier, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Donc tout ce qui se réfère à l'IT apporte de la valeur. Donc la DSI, vue comme un centre de coût, il n'y a rien de plus faux et de plus terrible hein, aujourd'hui dans les organisations. Donc comment derrière je fais pour valoriser évidemment mon activité? Ça, c'est un point, on va dire, on ne va pas parler communication marketing de la DSI, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. On a encore 40 minutes, tu peux y aller. Non, je vais éviter, mais voilà, mais du coup, donc, un projet IT apporte obligatoirement de la valeur. Donc, aujourd'hui, je pense, globalement, c'est encore une fois responsabilité partagée et connaissance des dirigeants vis-à-vis des enjeux métiers. C'est-à-dire, je fais levier sur l'IT pour faire des gains, des économies d'échelle. Donc, je prends un exemple, hein, mais en ce moment, tout le monde, voilà, on commence à rentrer dans une phase quand même de plus en plus difficile, économiquement parlant, récession notamment. Nous, on travaille beaucoup avec le secteur public, ils sont en train de morceler le secteur public. Donc, globalement, comment est-ce que je fais justement pour faire levier sur ce que j'ai en interne et faire des économies à tous les niveaux? Et on a par exemple, on a plusieurs DSI nous dans notre entourage qui se retrouvent, on va dire, tout le monde doit faire des efforts économiques. On va faire levier sur l'IT pour faire des gains, des économies d'échelle, mais en même temps, on va vous demander, on va vous sucrer également 20% de vos chiffres de vos dépenses, de vos capacités de dépenses pour demain. Donc encore une fois, voilà, comment l'enjeu il est là, c'est comment est-ce que je valorise ma DSI comme étant centre de valeur pour l'organisation versus la conjoncture, là dans notre cas, ça tombe bien parce que la conjoncture économique est difficile, mais versus les souhaits d'économie inhérentes à toute gestion d'entreprise et comment est-ce que je fais fusionner l'un et l'autre de concert. Pour moi, l'enjeu principal, il est là. Et donc la gouvernance, l'importance de la gouvernance, elle se trouve là, c'est faire comprendre à l'ensemble de nos dirigeants pourquoi on fait de l'IT et pourquoi on doit faire levier sur l'IT pour dégager des bénéfices sur notre activité, mais également pour se créer des avantages concurrentiels qui sont extrêmement forts sur le marché. Dernièrement, j'ai rencontré une super boîte, ils sont 800 dans l'organisation, 100 personnes à la DSI, et la DSI est extrêmement puissante dans l'organisation. Bon, déjà, 800 dans l'orga, 100 à la DSI, moi, j'avais jamais vu de tel ratio. C'est incroyable. Ouais, c'est assez chouette. C'est assez chouette, ils font des belles choses et ça bosse super bien. Donc, franchement, c'est un plaisir. Et eux, en fait,
ce qu'on se dit avec ces systèmes-là, c'est bon, déjà, ils ont réussi leur transfo digital, mais les doigts dans le nez, clairement. Mais au-delà de ça, je parlais tout à l'heure d'avantages concurrentiels forts. Si certains d'entre vous ici ont lu Michael Porter, on dit souvent que Michael Porter parlait du fait, bon, c'est les années 80, je suis à l'ancienne, mais Michael Porter parlait déjà de différenciation par les coûts et différenciation, pardon, stratégie de coût ou stratégie de différenciation. Donc, comment est-ce que comment est-ce que je me positionne sur une stratégie de coût? Évidemment, je fais des économies à l'échelle pour être le plus, on va dire, agressif possible sur les prix. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Évidemment, l'IT est un des principaux leviers. On a également tous les systèmes de supply qui peuvent rentrer en jeu, mais globalement, stratégie de coût. Donc, encore une fois, l'IT, on peut faire levier dessus. Et l'autre système, ça va être la différenciation. Comment est-ce que je suis capable de me positionner vis-à-vis de mes concurrents et de faire, encore une fois, levier sur ma capacité à et me projeter comme étant, on va dire, la cerise sur le gâteau, enfin en tout cas l'objet brillant que tout le monde veut et ce vers quoi on va aller acheter finalement. Donc l'IT, quand on prend, on va dire, les anciens écrits de Porter notamment, l'IT est un des principaux leviers. Alors attention, parce que l'IT de Porter dans les années 80, c'est plus l'IT d'aujourd'hui, ça a énormément évolué. Personne n'a repris encore le bouquin pour le faire évoluer par rapport justement à ce qu'on connaît en termes de techno. Mais les enjeux de la gouvernance et son importance, elle est là. C'est responsabilité partagée, compréhension des enjeux qu'apporte l'IT pour mon organisation. Et une organisation, globalement, elle vaut de l'argent parce qu'elle est capable d'en générer et parce qu'on est capable, parce qu'elle vaut quelque chose sur le marché en tant que telle, en tant que quantité. Et donc ça passe par l'avantage concurrentiel. Donc l'IT pour faire levier sur les économies d'échelle, l'IT pour se créer un avantage concurrentiel. Oui, totalement d'accord avec toi. Et la troisième chose auquel je pense, mais c'est juste quelque chose en plus par rapport au socle que tu décris, c'est aussi cette capacité d'assurer une entreprise pérenne, en fait, grâce à l'IT. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une PME sur deux en France qui était attaquée par la cybersécurité, mais la clé sous la porte dans les mois qui suivent. Ça prend 24 jours de recouvrer l'activité commerciale d'une boîte qui a été hackée ou qui s'est fait attaquer, en tout cas par des hackers qui soient, en général, ce ne sont pas des hackers blancs. Et ça peut être une vraie source de perte économique, pas juste pour une entreprise et ses employés, mais aussi pour le pays. Et globalement pour l'Union européenne si on part de manière plus générale. J'ai une petite question. Quand tu évalues du coup cette importance de gouvernance des systèmes d'information, précisément, qui sont les meilleures personnes pour mettre en avant les DSI dans les boîtes? Est-ce que ce sont les DSI eux-mêmes qui sont les champions et qui doivent être armés en fait avec des meilleurs reporting FinOps par exemple, de valeurs opérationnelles et financières? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit être acculturé à ces notions, qui peut aller prêter main forte pour faire ce changement de culture en interne? Ouais. Alors, bon, moi je dirais, j'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Jamais mieux servi que par soi-même. Donc je dirais que globalement, le rôle justement de relais identifié et capable de porter, de prêcher la bonne parole, globalement, c'est souvent pour le DSI et ses managers directs. Et quand je dis manager, là, c'est l'ensemble le corps managérial de la DSI. Je pense que c'est eux principalement qui doivent faire cet effort d'acculturation et amener justement à transformer les pratiques ou même la vision des dirigeants. Après, si dans l'organisation, on a des sponsors, d'autres sponsors, d'autres dirigeants de l'organisation qui sont complètement convaincus de l'IT, évidemment, il faut aller les chercher et évidemment, il faut les embarquer. Parce que c'est les premiers promoteurs, ils font partie des premiers clients aussi de la DSI. Donc voilà, on dit souvent qu'il faut utiliser ses premiers clients pour faire du referral, pour justement en amener d'autres. Donc c'est énorme. Enfin, on peut énormément faire levier sur ces populations qui sont généralement technophiles, convaincus de l'IT. Justement, je vais te poser une question, Héloïse, sur cette partie justement parce que du coup, vous avez un rôle quand même qui est particulier. Vous traquez du coup, vous traquez la licence en vendant des licences. Et du coup, je me demandais comment est-ce que justement ce prisme de la gouvernance vous l'amenez? Comment est-ce que vous créez justement, on va dire, des munitions, si je puis dire,
comme pour les managers et les dirigeants IT? C'est une bonne question. Lorsqu'on s'est développé avec Corma, on a fait comme toute start-up qui naît. On était 3 cofondateurs, on sortait à peine d'école et on s'était attaché au problème de la DSI qui est un levier incroyable pour le bien-être des employés, collaborateurs et collaboratrices au travail. Dans le sens où vous êtes les premières personnes qui impactaient la vie des personnes au travail. C'est vous qui leur donnez les bons ordinateurs, qui leur donnez les bonnes connexions, les bonnes licences, les systèmes de notification et les bons accès. Et à partir de ces constats-là, on s'est rendu compte de l'explosion des logiciels qui avaient eu lieu en termes d'usage dans les entreprises de taille moyenne. Donc on était à environ une quinzaine, peut-être vingtaine de gros logiciels utilisés en 2016. Là, on est passé à plus de 200 dans les entreprises de taille moyenne, de logiciels payés et utilisés. Et avec ça, on a vu des équipes de DSI qui n'ont pas forcément bougé en termes de taille, mais énormément bougé en termes de métier. Et quand tu regardes cette modification qui a eu lieu en 7 à 8 années à peine, c'est assez impressionnant de se rendre compte que du coup, les besoins de gouvernance qui sont passés d'un besoin qui était assez manuel, assez faible et relativement facile à maintenir, qui sont devenus plus complexes avec des architectures de parcs applicatifs qui doivent s'intégrer ensemble pour aller encore plus vite, pour des populations toujours plus agiles qui souhaitent aller encore plus vite parce qu'elles sont habituées à la vitesse sur leur téléphone, habituées à avoir des expériences utilisateurs tout simplement magiques comparées à ce que parfois un système historique peut donner à voir. Certains vont l'appeler un dinosaure, mais je ne vais pas utiliser ce terme moi-même. Mais c'est un terme qui parfois existe dans les populations très jeunes, qui arrivent dans des entreprises qui ont des systèmes d'information un peu plus historiques que des entreprises comme la nôtre. Et donc l'importance de cette gouvernance pour nous, en fait, c'est la clé. C'est la clé pour nous de faire en sorte que la direction des services informatiques soit vue comme un champion ou une championne dans l'entreprise. Parce que sans cette unité de business, sans ce département métier, l'entreprise ne sera pas pérenne. L'entreprise ne grandira pas avec suffisamment de structures adéquates pour être meilleure que la compétition directe. Et c'est sur ce plan que la boîte, elle se bat. Elle se bat pour avoir les meilleurs employés du monde. Et donc, il faut leur donner de très bons outils. Il faut les attirer dans un écosystème où leur carrière va surperformer pour aller extrêmement vite. Il faut être capable d'écouter des employés, des collaborateurs qui sont exigeants et qui veulent, justement, comme ce que Bassem nous dit dans le chat, veulent faire confiance en fait, à ces personnes qui sont techniques et qui leur donnent accès aux meilleurs outils pour justement évaluer les opportunités de chacun des métiers par rapport à ce que la SI peut faire pour aider ce métier à aller encore plus loin. Et il y a un pont à construire toujours plus fort et de manière très intense entre la DSI et tous ces différents métiers. Maintenant, mais comme la DSI et la manière à laquelle on pense DSI n'a pas forcément évolué aussi rapidement que les besoins de la DSI et les coûts de la DSI dans ces 7 à 8 années qui viennent de passer, on se retrouve avec un léger schisme qui n'est pas impossible à remodéliser et à changer pour mettre en fait cette DSI et les besoins métiers dans le même paradigme. Mais on assiste à un petit schisme quand même qui est assez conséquent au milieu de cette vague d'intelligence artificielle dont 85% des décideurs qui décident de mettre de l'IA dans la boîte ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Parfois, d'ailleurs, il y a déjà de cette intelligence artificielle dans la boîte et on ne s'en rend pas encore compte. Et parce qu'encore une fois, il y a un souci de communication et d'acculturation et de compréhension du mot, du concept et de la philosophie derrière. Et donc, nous, chez Corma, en fait, quand on est jeune, donc on est à l'écoute de tous ces DSI, parce que je ne vais pas mettre une équipe de 12 personnes avec des cerveaux bien faits sur un problème qui n'a pas de valeur. Donc, notre objectif, c'est de changer ça. C'est vraiment d'être l'outil de soutien pour rendre ces directions de services informatiques championnes et se défendre leurs propres intérêts, entre guillemets, pour se mettre en avant dans l'entreprise en faisant leur métier, et en le communiquant d'une manière très simple à comprendre pour ces personnes pour les personnes au niveau managérial, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans le métier. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Si. Ouais, super. Et je te propose, Quentin, qu'on regarde la question de David. David, si tu veux la poser de vive voix, tu peux. Je sais pas si David est... Avec plaisir, Ouais, si vous génial. m'entendez bien. Oui, on vous Oui, entend. impeccable. Ouais. Donc très intéressant vos remarques et ce questionnement qui existe. Moi, je rencontre beaucoup de DSI en fait sur des tailles de structures différentes, avec, on va dire, comme on pourrait dire de façon cool, beaucoup de douleurs exprimées en porte fermée, on va dire. Et quand on se retrouve justement dans la relation avec la direction générale, là, il se passe un tout autre discours et il manque, selon moi, il manque une interface justement plutôt dans un profil business manager qui soit complètement du côté de la DSI. Et c'est pour ça aussi que j'évoque le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un problème. Quand tu parles de schisme, il y a un peu ça. C'est que le DSI, la DSI, on est un petit peu perdu. Et en fait, je dirais même depuis un petit peu avant RGPD, etc., on a filé dans les mains de la DSI tout un tas de responsabilités, en fait, par nature, parce que c'est de l'informatique, tu vas t'en occuper aussi bien que tu provisionnes les postes pour les utilisateurs, tu vas t'occuper de la même façon de l'intégration du nouveau CRM qu'on doit absolument mettre en place pour booster nos ventes. Donc, bon, je pense que toutes les personnes qui vont être autour de ce webinaire savent ce que c'est que jouer à l'élastique et de passer d'un hall à l'autre. Et en fait, on se retrouve avec, tu l'as dit, des gens qui vont être des project managers, des gens qui vont être dans la traduction entre le métier et l'informatique, etc. Il y a tout un écosystème, d'accord? Et vous avez parlé de coopération et quelque part de co-responsabilité dans l'affaire, mais en réalité, dans les faits, il n'y a qu'un seul coupable. Je n'ai pas besoin de le nommer. C'est celui qui doit faire des réductions de coûts, c'est celui qui doit faire en sorte que tout va bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il anticipe, qu'il soit proactif, qu'il intègre, etc. La liste est extrêmement longue et les complaintes sont très fortes chez les DSI. Moi, j'entends beaucoup de... Vraiment, il y a on est au bord du craquage quand même sur cette mission de DSI et aussi d'une certaine façon sur le rôle de responsable informatique qu'on retrouve aussi beaucoup quand on ne veut pas donner le titre de DSI à des gens, on leur dit « t'es responsable de l'informatique ». En gros. Et en fait, moi, la question que je me pose en termes de gouvernance, c'est justement cette incapacité aujourd'hui qu'on a, au travers d'une seule tête, de fabriquer de la coopération. Et en fait, moi, ce que je ressens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce manque d'interface qu'il peut y avoir entre la vision de la direction générale, qui a un but business, et le DSI qui, de plus en plus, aura nécessité à chercher à se cacher, parce qu'il est plutôt coupable que responsable, d'une certaine façon. Et il n'existe pas, tu parlais de cybersécurité, par exemple, donc on va donner dans les mains d'experts techniques, beaucoup plus experts que le DSI lui-même, si on peut dire, en termes de cybersécurité, parce que là, il faut y aller, quand tu parles de cyberattaque, il faut amener de l'expertise très forte. On se retrouve avec quelqu'un dont la communication n'est pas forcément l'axe premier pour lequel il a fait ce métier, et qui va se retrouver d'un point de vue hiérarchique sous le DSI, dans la DSI, comme Quentin le disait, quand on a 100 personnes sur 800, c'est super, mais en général, les entreprises moyennes, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, on se retrouve avec ce côté un peu d'écart qui se creuse, comme tu l'as dit Héloïse, l'écart se creuse encore plus avec cette évolution, parce que, en vérité, le responsable, quelque part, qui est désigné par défaut, en gros, on lui rajoute encore des sacs de cailloux sur le dos, et un management à faire sur des équipes qui sont avec des expertises techniques de plus en plus variées et de plus en plus fortes. Et là, effectivement, il faut aller trouver des relais, et dans le modèle dont tu parlais des années 80, effectivement, il y avait des modèles extrêmement simples à appliquer, qui sont à remettre en question aujourd'hui, mais on n'a pas trouvé, effectivement, qui sera un peu le sauveur de la DSI, et pas du DSI, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu mon questionnement aujourd'hui, et même mon positionnement propre business, est là, en fait, à me dire, mais comment faire pour à la fois aider le DSI, qui est mon ami, et apporter le service au DG, qui est le souscripteur de service. Voilà. Si c'est assez clair. Excusez-moi pour la longueur. Très clair, mais tu avais mis dans ta question plus précisément
de plein fouet un titre versus une mission. En fait, quand Ouais, tu c'est dis ça. le DSI, la DSI, c'est ça, c'est cette séparation titre Ouais, de tout à directeur fait. et la mission On ne peut derrière. plus gérer tout seul l'ensemble de cette mission, mais on en assume la responsabilité par défaut. Ouais. Et en fait, il y a quand même une responsabilité première du DSI, là je parle de la personne, et encore plus quand il est sur un modèle ancien, avec de l'expérience d'un modèle bien installé, d'expliquer à sa direction, je suis DSI, mais ce dont on a besoin, c'est d'une DSI. C'est d'une entreprise presque dans l'entreprise qui est à votre service, si je puis dire. Et c'est moi le DG de la DSI, en gros. Ouais. Quentin a écrit une petite réponse, je crois, dans le chat. Ouais, alors, non, moi, je suis content, David, parce que tu m'as jeté une perche juste sur la fin. On parlait tout à l'heure de porteur, hein. Globalement, dans la chaîne de valeur de porteur, l'IT, donc dans les années 80, l'IT était fonction support. Alors qu'aujourd'hui, essayez de laisser une boîte comment dire, sans IT pendant un certain temps, vous allez voir s'il y a des supports, hein. Je pense que, je prends n'importe quoi, hein, mais Auchan qui gère je ne sais combien de millions par heure à ses caisses, hein. S'il n'y a plus d'internet dans le magasin, on va le savoir, et surtout ça va être une cata. Donc aujourd'hui, il y a en effet encore du support, enfin il y a encore de l'IT qui est fonction support, mais on a surtout de l'IT qui est de plus en plus strat, hein. Et comment on se positionne justement, alors moi, je suis un éternel convaincu, enfin, clairement convaincu par ce que tu dis, hein, David. On demande de plus en plus, hein, comment dire, de domaines d'application à notre IT. Donc, globalement, les métiers, bah, évidemment, foisonnent d'idées et évoluent sur leur marché. Donc, il y a de plus en plus de besoins IT qui sont inhérents aux besoins de nos métiers. Et à côté de ça, on a la technologie, les technologies qui s'empilent, hein, qui se complexifient de plus en plus, hein, et le temps que ça nous a pris de sortir un projet, il est déjà caduc, il faut déjà passer à la suite. Donc globalement, comment on se positionne vis-à-vis de ça? Alors, je ne suis pas encore un grand expert, je ne dis pas encore parce que je me renseigne pas mal en ce moment sur le sujet, mais il y a quand même une piste que j'aime bien qui est le BRM, enfin du coup le poste de BRM, le Business Relationship Management. On a de plus en plus ce type de profils qui naissent aujourd'hui dans nos orgas, qui viennent justement épauler le DSI à gérer ce business finalement. Je ne vais pas dire que ça permet au DSI de se cacher, loin de là, mais globalement ça le permet de ne pas être en confrontation toute la journée avec les métiers et d'avoir quelqu'un justement qui axe de manière orientée client, donc client-centrique, complètement orienté sur un business et qui est capable de faire évoluer le business dans cet ordre-là. Donc justement, moi j'aime bien cet aspect de business relationship management. Je sais que ça va très loin quand je dis qu'il faut encore que je creuse le sujet. Je sais que on est allé très loin justement sur la pratique et j'ai encore trop survolé. Mais moi, j'ai des axes assez intéressants justement sur cette partie à creuser, notamment. Et après, je pense que quoi qu'il arrive, de manière naturelle, les postes de DSI aujourd'hui, ils ont énormément évolué. C'est-à-dire qu'avant, on avait des experts technologiques. Aujourd'hui, il nous faut globalement des personnes qui sont politiciennes, business oriented et une partie technologique pure. Donc en fait, on en demande toujours de plus en plus au DSI et quoi qu'il arrive, le DSI va devoir avoir ces triples, quadruples, quintuples casquettes à chaque fois. Totalement d'accord avec Quentin. Et maintenant, cette partie de gestion des relations entre la SI et une partie business, avant tout, avant même que d'avoir le budget à débloquer pour créer ce poste de relation, alors qu'on est dans le contexte que Quentin mentionnait de manière assez juste, qui est un contexte de problématique en termes de croissance et d'économie. On n'a pas forcément envie de recruter tout de suite. Par contre, il faut faciliter le dialogue avec l'existant, donc entre la SI et un DAF, directeur ou directrice des affaires financières, pour aller plus loin dans une interprétation peut-être un peu trop héroïste, hein, peut-être un peu trop financière, mais qui au moins est vitale et compréhensible par l'entreprise d'un point de vue financier, sur les initiatives des directions de services informatiques ou de managers informatiques tout court. Quel que soit le titre, c'est toujours cette personne en fait qui va avoir cette chape de plomb sur les épaules et cette responsabilité du budget qui n'a fait qu'augmenter sur les parcs applicatifs, sur le cloud, sur que ce soit les serveurs ou pour d'autres raisons, sur l'équipe technique qui peut-être aussi a augmenté avec l'inflation.
Donc on a un vrai sujet de communication financière, mais aussi de communication de valeur opérationnelle entre l'existant pour que ce soit fin 2024 ou même 2025, pour ensuite prévoir, pourquoi pas, le développement d'un poste de relation en interne. Mais là, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire et que vous voulez faire face à ce genre de soucis, il faut immédiatement être capable en fait de collecter la donnée de manière automatique, quel que soit le projet. Si vous avez un outil de gestion de projet ou un outil de compréhension d'usage et logiciel, il faut avoir trouvé en fait cette canne, cette béquille avec laquelle vous pouvez communiquer avec le top management ou avec vos pairs dans les équipes managériales. Et ça va être soit via des services d'information de ressources humaines, si c'est avec les ressources humaines que vous avez des soucis, soit c'est avec le côté un peu plus sécurité via peut-être un MDM pour centraliser un peu mieux la distribution des logiciels et comprendre l'adoption des utilisateurs. Il faut commencer vraiment à structurer différents piliers pour ensuite mieux les communiquer en termes de valeur opérationnelle à ces personnes qui comprennent en fait très bien les Excel, mais qui vont pas forcément aller comprendre l'architecture, qui vont pas forcément aller comprendre du VPN que vous venez d'installer ou de la Wi-Fi, quoi. C'est à des kilomètres, parce que vous n'avez pas été élevé pareil, vous n'avez pas été éduqué pareil, et quand vous dites un mot, eux, ils pensent quelque chose d'autre, quoi. Donc c'est vraiment, il y a des réactions. Il y a eu des événements chez Corma où, quand on a commencé à parler du problème de gouvernance, je vous jure qu'on a parlé, dans la même salle, on a réuni le DAF, le légal, le chef de la sécurité et le bras droit du CEO qui faisait office de représentation du CEO. Je crois que c'était la première fois, ils nous ont dit que c'était la première fois en 4 ans qu'ils étaient retrouvés dans la même salle, tous les 4. Et sinon, ils ne se parlaient jamais, en fait. Parce qu'ils ne voyaient pas la raison, ils ne voyaient pas de raison de se parler. Et ça, c'était quelque chose... voilà, il faut développer des API, ouais. C'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une API, c'est une Application Programming Interface. On pourra mettre une définition dans le chat après. Mais ça vous permet de relier deux logiciels entre eux. Effectivement, David, il faut les développer, mais après, il faut les maintenir. Alors, avec qui vous les maintenez? Et c'est ça la vraie question aussi, c'est comment est-ce que vous défendez ce développement qui dure peut-être 5 jours, qui peut durer peut-être 3 jours ou un peu plus selon l'API. Et ensuite, il faut le maintenir et avec quelle personne et encore une fois, qui finance le projet. Donc, non, mais je pense qu'on pourra en parler des heures, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut changer quelque chose et il faut encourager, il faut envoyer de la documentation aux personnes qui comprennent beaucoup plus la finance et la valeur opérationnelle de projet d'un point de vue financier que juste, entre guillemets, sans être limitante, juste l'équipe DSI en unité métier. Parce que sinon, on ne va jamais réussir à traduire les efforts de la DSI dans une stratégie de performance et une stratégie en fait de croissance, alors que bien sûr on est dans un état économique un peu différent. Et tu dis quelque chose d'intéressant, Héloïse, parce qu'en fait, finalement, tu parles des collaborations et des ponts que peut avoir la DSI avec d'autres partenaires au sein de l'orga, qui sont aussi clients, partenaires, peu importe comment on les appelle, mais une autre direction. Aujourd'hui, tout à l'heure, par rapport à ce qu'on se disait, par rapport à la question ou la réflexion, remarque de David, globalement, on en demande toujours plus au DSI et suivre, c'est compliqué. Donc, on a parlé d'autres fonctions qui existent, donc le BRM qui commence à naître et de plus en plus présent. On a l'architecte d'entreprise que Martin citait, qui justement va faire le pont entre le business et le SI. Derrière, on a aussi le fait que il faut accepter que la DSI n'est pas capable de tout porter en elle-même. Encore une fois, responsabilité partagée autour du SI. Le DAF est un excellent allié pour aller chercher les budgets et faire valoir, on va dire, la valeur de l'IT dans l'organisation. Donc, alliez-vous avec le DAF, alliez-vous avec la direction de la communication. On parlait tout à l'heure communication. C'est compliqué de communiquer sur le SI, tout le monde s'en cogne, enfin en tout cas beaucoup s'en cognent. Donc comment est-ce qu'on communique de manière efficace? Alliez-vous avec la direction de la communication, alliez-vous avec le juridique pour aller porter la protection de la donnée, pour aller porter du RGPD. En ce moment, on est à fond dans la cybersécurité avec du NIS 2 et DORA. Alliez-vous avec la direction des achats pour faire levier sur vos achats et acheter de manière plus sereine et plus propre, avec davantage de valeur et être capable on va dire, de coincer le cou aussi aux prestats qui sont parfois très limites auprès de certaines DSI. Donc voilà, il faut s'allier aussi, il faut accepter de faire un pas vers les autres et d'essayer d'embarquer, demander de l'aide de temps en temps
Et voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui est trop sous-évalué. On a tendance aussi, comment on se fait taper dessus à longueur de journée, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes dans les DSI. On se fait peut-être taper dessus, mais en même temps, on peut aussi profiter de la vague. Tu vois, il y a une vague quand même de modernité dans la technologie, dans les outils qui sont produits, que les gens adorent. Enfin, si vous êtes un peu technique, vous avez forcément remarqué qu'il y avait plein de produits qui sortaient en ce moment basés sur le machine learning ou l'intelligence artificielle, qu'il y a des promesses à n'en plus pouvoir sur une efficacité décuplée ou une productivité qui sera mise au centuple. Pourquoi pas aller comprendre les besoins de vos utilisateurs avec peut-être juste un petit form, une petite question, voir en fait s'il y a une appétence ou pas dans l'entreprise pour ensuite aller défendre des projets en interne. Et ça peut, parce que le fait de s'allier avec plusieurs gestionnaires de départements métiers, que ce soit la communication que tu mentionnais Quentin, le DAF ou toute autre unité de métier, en fait pourquoi pas aussi aller chercher la masse salariale qui a envie de tester des nouveaux outils, qui peut-être en a marre d'utiliser XY, outils historiques qui existent dans l'entreprise, et qui ne me surprendrait pas trop parce que, honnêtement, si vous regardez les habitudes de consommation des personnes en dessous de 35-40 ans versus les personnes au-dessus de, et je fais des généralités absolues, mais au-dessus de 35-40 ans, il y a un petit schisme qui existe aussi en termes d'appétence, et ça, c'est quelque chose que les dirigeants et dirigeantes sont normalement, devraient être assez au courant parce que ça crée des silos d'un point de vue opérationnel pour travailler en équipe avec des personnes qui viennent de générations totalement différentes. Donc c'est vrai que ça demande de l'aide et l'audit manuel n'est pas forcément la solution la plus facile en termes de timing, en termes de temps passé à mettre en place. Mais le fait de s'allier aussi avec les collaborateurs et collaboratrices pour dire pourquoi pas faire des suggestions d'outils en interne une fois par mois, faire une petite réunion le matin pendant une demi-heure où on présente les nouveaux outils qu'on adore, où on va présenter pourquoi c'est intéressant en fait d'installer cet outil dans le département métier. Et c'est la personne du département métier qui le met en avant. Ça vous éviterait d'avoir cette charge de travail en interne. C'est quelque chose que l'on voit dans quelques-unes des entreprises avec lesquelles on travaille, qui permet de déléguer en fait cette charge. Si c'est pas une charge mentale, c'est une charge de travail. Est-ce que, je vois qu'il reste peut-être 10 minutes, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience, en plus des questions de David et des écritures de Bassem et Martin? Ça veut dire qu'on peut continuer, je crois. On peut continuer. J'ai deux questions. J'ai peut-être une dernière question plutôt, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je sens qu'on a beaucoup de choses à dire et on pourra refaire un webinaire si l'audience le souhaite. J'ai une question pour toi, Quentin. Quelles sont les tendances émergentes que tu vois dans la gouvernance IT pour 2025 jusqu'à 2030? Vaste question. Tu as 3 heures. Ouais, c'est une vaste question, très vaste question. Alors, bon, nous, on accompagne une certaine typologie de boîte. Globalement, les DSI qu'on accompagne, c'est entre 50 et 150, peut-être parfois 300 personnes, mais c'est à la limite 300 personnes. Et globalement, on est plutôt entre 150 entre 50 et 150. Évidemment, il y a des DSI plus petites, avec qui on est présent pour faire des missions plus flash ou de la formation. Mais globalement, donc, sur la typologie de boîte qu'on accompagne, on n'est pas du tout présent. Enfin, on l'a été, mais on n'est plus du tout présent aujourd'hui sur les gros acteurs, CAC 40 ou autres. Mais globalement, sur ces typologies de boîtes, moi, j'ai les tendances que je vois, c'est, et ça fait sens avec NIS2 Dora que je citais tout à l'heure, c'est tout le monde veut faire de la carto. Tout le monde veut faire de la carto. Alors, il y a des éditeurs des éditeurs qui foisonnent dans tous les sens. Il y en a de plus en plus des outils, etc. Tout le monde a senti la vague venir et tout le monde s'est lancé. Déjà, il y a un gros problème, je pense, de vocabulaire dans les DSI qui confondent CMDB et cartographie. La CMDB, c'est ce qui permet d'avoir une exhaustivité, on va dire, de l'ensemble de ces services, de ces applis, de ces CI, donc configuration item. Donc globalement, les configuration items, c'est services, les applis, les licences et certificats et les actifs physiques.
Et donc la CMDB, en gros, elle doit être exhaustive et exacte à tout instant. Et tout le monde aujourd'hui fonce sur la cartographie en tant que telle, parce que tout le monde veut une cartographie exhaustive et parfaite. Une cartographie, c'est beaucoup plus complexe. Ça, on connaît, je pense qu'il y en a beaucoup autour de la table qui connaissent les différentes couches, stratégique, métier, fonctionnel, applicatif et technique. Je ne parle même pas de données et de cybersécurité qu'on devrait largement inclure dans le modèle. Mais globalement, voilà, avoir une cartographie de l'ensemble de son architecture qui est exacte et exhaustive, c'est un rêve. Personne en France n'y arrive globalement. Si je crois que la dernière fois on m'a parlé Worldline, gros acteur du paiement en ligne français. Apparemment ils sont très procéduriers, très régulation, etc. Tout le monde est formé à l'architecture d'entreprise dans la DSI et eux ils ont une cartographie à jour, exhaustive, parfaite. Pour tous les autres, comment dire, c'est du délire de vouloir se lancer dans des outils de cartographie, commencer par faire de la CMDB, aller chercher justement ces systèmes de navigabilité qui sont offerts par les outils d'ITSM, qui sont déjà très intéressants, qui permettent de faire beaucoup de choses. L'architecture d'entreprise, telle qu'on l'entend, en sens TOGAF du terme, c'est fait pour de la transformation, c'est fait pour porter un projet A vers une transition qui serait un état B. Utiliser l'architecture d'entreprise dans ce cadre-là, faites de l'architecture dans ce cadre-là. Le reste, c'est de la CMDB. Ce n'est que de l'exactitude de l'ensemble de ces composants de son système. Donc déjà, il y a ce gros sujet que je vois et tout le monde s'engouffre dans « ouais, on veut une carto parfaite, etc. » Mais en fait, moi, j'ai des propositions à vous faire sur comment la tenir exhaustive et exacte tout du long. Mais vous allez, je vais vous mettre tellement de goulot d'étranglement à tous les niveaux que vous allez me détester. Donc derrière, c'est terminé. Enfin bon. Donc déjà, attention entre ces deux termes. Donc ça, c'est tendance émergente. Donc évidemment, voilà, c'est l'architecture d'entreprise. Tout le monde veut s'y engouffrer. Attention à la manière dont vous vous y engouffrez. Attention au vocabulaire et aux dénominations que vous utilisez et aux outils associés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment est-ce que je gère justement toujours plus de projets, comment est-ce que je me focalise sur la valeur. Cette valeur, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est les systèmes d'entrée à l'intérieur de notre portefeuille de projet, où je peux même parler de schéma directeur. Donc, globalement, qu'est-ce qui est en entrant et qu'est-ce qu'on gère en sortant? Donc, on a gestion de la demande de projet et on a gestion des résultats ou des bénéfices en sortie. Donc, globalement, du business case jusqu'au benefit tracking. Et comment je gère justement cette valeur-là. Et étant donné que c'est ce qu'on disait en tout début du webinaire, c'est on a de plus en plus de projets, ça foisonne dans tous les sens, tout le monde se lève le matin avec la meilleure idée du siècle. Comment est-ce que je suis capable de mettre ça en branle et de le structurer? Gestion de la demande, un goulot d'étranglement. Comment est-ce que je gère derrière mon benefit tracking tout au long du projet? Comment est-ce que je fais pour faire un bon état des lieux lors du bilan du projet? Et derrière, comment est-ce que je gère mon benefit tracking après le projet, à 6 mois, 1 an, 2 mois, 2 ans, 3 ans? Voilà. Donc globalement, ça va être tout le système que vous allez mettre autour de ça qui va vous permettre de gérer votre approche et d'être le plus lean, si je puis dire, possible et impactant dans votre approche. Donc ça va être pour moi les grosses tendances et on le voit bien de toute manière, c'est ce qui nous est demandé de plus en plus. La gestion de la demande de projet, c'est du délire. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Donc, c'est là où ça fera la différence. Très clair. La gestion, encore une fois. Très clair. Est-ce que quelques-uns dans la salle ou quelques-unes ont encore des petites questions? Ou d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi nous suggérer des prochains sujets de webinaire. On est ravis de partager plus de sujets, plus d'informations. On est resté sur la gouvernance, la DSI. Ah, David, oui. Ouais, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Et là, quand on parle de carto, etc., moi, il y a un élément qui est, on va dire, plus dans l'air du temps actuel aujourd'hui, parce que ça va impacter les RH, etc. Tu en as touché un peu de mots tout à l'heure, mais il faut être aussi... la DSI a un rôle de captation, etc., de ce qu'on pourrait appeler les talents et compagnie. C'était la mesure d'impact dans les DSI aujourd'hui, comme aide à la décision, parce que tu parles de projet et souvent, on ne met pas en balance les projets de par l'impact, hors le ROI éventuel qu'on peut en tirer, et puis
comment sera porté l'étendard par le responsable du service qui le demande, en gros. Mais aujourd'hui, je sens que c'est encore extrêmement timide. Toute cette mesure d'impact, à la fois social, environnemental, etc., qu'il peut y avoir dans l'ensemble des projets pour les arbitrer au niveau du décisionnel, qu'il soit de la direction générale ou autre. Voilà. Est-ce que, j'imagine Quentin, qui a sûrement plus d'expérience sur le sujet de par les terrains de jeu qu'il vit, est-ce que c'est encore, moi je le ressens très timide, est-ce que tu le ressens toi aussi très timide comme étant un paramètre d'aide à la décision? Un petit peu dans le public, quasiment pas dans le privé. Ouais, je trouve ça, et d'ailleurs, je trouve ça, ouais, c'est assez intéressant. Et ça va beaucoup dépendre, on va dire, de l'appétence du DSI ou de ses lieutenants. Mais globalement, nous, on parle très peu Green IT. Alors, je connais par personne interposée des personnes qui ont voulu monter leur boîte de Green IT. Elles ont toutes fait faillite où l'activité n'a juste jamais pris sur la partie Green IT. Alors que c'est un véritable sujet de fond aujourd'hui, qui je pense est extrêmement important de traiter, mais globalement, tout le monde aujourd'hui se fout du Green IT et c'est assez triste. Hein. Après, nous, on le traite de manière détournée et on sait qu'on arrive quand même à apporter un peu d'impact sur ces parties-ci. On fait beaucoup d'ITSM, nous. Je pense que c'est 70 à peu près % de notre activité. Le Green IT, étant donné qu'on gère le parc informatique, on est capable de faire pas mal de leviers sur ces éléments-là. Donc nous, on pousse parce que on est, moi en tout cas, j'ai cette appétence-là. Je suis quand même assez regardant sur tout ce qui fait sur ces niveaux-là. Pour autant, la partie impact RSE au global, on n'y est pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec Quentin. Nous, on a lancé des projets de recherche avec pas mal d'universités françaises et étrangères pour justement aller comprendre les risques de manque de concentration au travail, de sédentarité, je peux dire le mot bien-être, je ne sais pas si c'est le mot qu'on va garder, mais c'est en tout cas une sorte d'aisance sur le poste de travail qu'on est en train de bousculer en ce moment avec la donnée qu'on collecte au sein de Corma. Mais c'est pas, si ça ne vient pas du top level, ça ne sera pas fait. C'est fait aux États-Unis, de plus en plus. C'est une vague qui est en cours. C'est surprenant, hein, sachant que les États-Unis, c'est quand même sont des personnes qui utilisent pas mal de voitures, d'avions, etc. Mais c'est présent d'un point de vue humain dans les entreprises très corpo. Et de plus en plus en tout cas par rapport à l'Europe. Et ensuite, c'est pas la prio numéro 1 dans le contexte de crise économique dans lequel on est. Là, d'abord, la première chose pour les dirigeants, c'est je vous apprends rien, mais c'est le retour sur investissement. Ensuite, c'est la productivité augmentée. Enfin, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement. Est-ce que je garde les meilleurs employés du monde grâce à mes stratégies de RSE ou alors plus ESG, quoi. Triste constat. Mais non, mais c'est en train de changer. C'est pour ça qu'on en parle. C'est vrai que vous êtes intéressés. Les choses changent parce qu'on le décide. Ça peut prendre du temps. C'est sûr, on ne va pas se réveiller demain en ayant tous les problèmes résolus. Et c'est aussi ça qui est intéressant de construire. On a vu Notre-Dame qui s'est relevée en 5 ans à peine, Notre-Dame de Paris. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont tenu les timings, entre guillemets, ils ont tenu le projet, ils ont calculé le retour sur investissement et ils sont arrivés. Et ça porte les gens. Donc, plus on en parle, mieux ça se fera. Il faut rester optimiste. Mais c'est certain qu'avant tout, il faut positionner les directions de services informatiques comme les champions et les championnes des entreprises du futur. Parce que c'est comme ça qu'on va construire une entreprise moderne et pérenne. Bon. Je vois qu'il est 16h passé. Merci à tous ceux qui sont encore là pour votre attention et vos questions et les commentaires. Merci pour tout. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous enverra... on va poster ce webinaire en ligne. On vous tiendra au courant parce qu'on a normalement vos adresses email. On vous donnera le live dès qu'on l'aura sorti. Je retiens quelques-unes des suggestions. On en discutera avec Quentin et on reviendra vers vous aussi sur les prochaines étapes, s'il y en a. Merci beaucoup, Héloïse, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.